Mark Jacobs. Fais attention à ce que tu souhaites, tu pourrais l'obtenir. Première partie. Dehors, la nuit était froide et humide, mais dans le petit salon de la villa Laburnum, les stores étaient tirés et le feu brûlait gaiement. Le père et le fils jouaient aux échecs. Le premier, qui avait des idées très personnelles sur le jeu, impliquant des risques radicaux, mit son roi dans une position si périlleuse et inutile que cela provoqua même une remarque de la vieille dame aux cheveux blancs qui tricotait paisiblement près du feu. « Écoute le vent », dit M. White, qui, ayant vu trop tard une erreur fatale, cherchait aimablement à empêcher son fils de la remarquer. « Je l'entends », répondit le jeune homme en examinant l'échiquier d'un air sombre avant de tendre la main. « Échec. »« Je doute qu'il vienne ce soir, » dit son père, la main suspendue au-dessus de l'échiquier. « Matt, » répliqua le fils. « C'est le pire, de vivre si loin de tout, » s'exclama M. White avec une soudaine et inattendue violence. De tous les endroits boueux, répugnants et perdus où l'on peut vivre, c'est bien le pire. Le chemin est une fondrière et la route un torrent. Je ne sais pas à quoi pensent les gens. Je suppose que parce qu'il n'y a que 2 maisons occupées dans la rue, ils s'en moquent. « Ne t'en fais pas, mon chéri, » dit sa femme d'une voix apaisante. « Peut-être que tu gagneras la prochaine partie. » Monsieur White leva les yeux avec vivacité, juste à temps pour intercepter un regard entendu entre la mère et le fils. Les mots expirèrent sur ses lèvres et il dissimula un sourire coupable dans sa fine barbe grise. « Le voilà, » dit Herbert White, alors que le portail claquait bruyamment et que des pas lourds se dirigeaient vers la porte. Le vieil homme se leva avec une hâte hospitalière et en ouvrant la porte, on l'entendit échanger des condoléances avec le nouveau venu. Celui-ci se plaignait également, si bien que Madame White s'exclama « Allons, allons !» et toussa doucement, tandis que son mari entrait dans la pièce, suivi d'un homme grand et robuste, aux yeux perçants et au visage rubicond. « Le sergent-major Morris », dit-il en le présentant. Le sergent-major serra les mains qu'on lui tendait et, prenant place près du feu, regarda avec satisfaction son hôte sortir le whisky et les verres, puis poser une petite bouilloire en cuivre sur le feu. Au 3e verre, ses yeux brillèrent davantage et il se mit à parler. Le petit cercle familial écoutait avec un vif intérêt ce visiteur venu de contrées lointaines, tandis qu'il redressait ses larges épaules dans son fauteuil et évoquait des scènes sauvages, des exploits héroïques, des guerres, des épidémies et des peuples étranges. 21 ans de ça, dit M. White en hochant la tête vers sa femme et son fils. Quand il est parti, c'était un gringalet dans un entrepôt. Regardez-le maintenant. Il n'a pas l'air d'avoir trop souffert, dit poliment Madame White. J'aimerais bien aller en Inde moi-même, dit le vieil homme, juste pour voir un peu, vous savez. Vous êtes mieux ici, dit le sergent-major en secouant la tête. Il reposa son verre vide et, soupirant doucement, le secoua à nouveau. J'aimerais voir ces vieux temples, ces fakirs et ces jongleurs, dit le vieil homme. Qu'est-ce que tu commençais à me raconter l'autre jour, à propos d'une patte de singe, ou quelque chose comme ça, Maurice? Rien, répondit le soldat précipitamment. Enfin, rien qui vaille la peine d'être entendu. Une patte de singe, demanda Madame White, curieuse. Eh bien, c'est juste un peu de ce que vous pourriez appeler de la magie, peut-être, dit le sergent-major avec désinvolture. Ces 3 auditeurs se penchèrent en avant, avides. Distraitement, le visiteur porta son verre vide à ses lèvres avant de le reposer. Son hôte le lui remplit à nouveau. À voir, c'est juste une petite pâte ordinaire, desséchée comme une momie, dit le sergent-major en fouillant dans sa poche. Il en sortit quelque chose et l'attendit.
recula avec une grimace, mais son fils la prit et l'examina avec curiosité. « Et qu'est-ce qu'elle a de spécial ?» demanda M. White en la prenant de son fils et, après l'avoir examinée, en la posant sur la table. « Un vieux fakir y a jeté un sort, » dit le sergent-major, « un homme très sain. Il voulait montrer que le destin régit la vie des hommes et que ceux qui s'y ingèrent le font à leurs dépens. Il a jeté un sort pour que 3 hommes différents puissent chacun formuler 3 vœux. Ses manières étaient si impressionnantes que ses auditeurs prirent conscience que leur rire léger avait quelque peu détonné. « Eh bien, pourquoi ne faites-vous pas vos 3 vœux, monsieur ?» demanda Herbert White avec esprit. Le soldat le regarda comme le fait souvent l'âge mûr envers la jeunesse présomptueuse. « Je les ai faits, » dit-il calmement, et son visage marbré pâlit. « Et avez-vous vraiment obtenu vos 3 vœux ?» demanda Madame White. « Oui, » dit le sergent-major, et son verre heurta ses dents solides. « Et quelqu'un d'autre a-t-il formulé des vœux ?» insista la vieille dame. « Le premier homme a eu ses 3 vœux. »« Oui, » fut la réponse. « Je ne sais pas quels étaient tous les 2 premiers, mais le 3e était pour la mort. C'est comme ça que j'ai eu la patte. » Son ton était si grave qu'un silence tomba sur le groupe. « Si vous avez déjà fait vos 3 vœux, elle ne vous est plus d'aucune utilité, Maurice, » dit enfin le vieil homme. « Pourquoi la gardez-vous » Le soldat secoua la tête. « Fantaisie, je suppose, » dit-il lentement. « J'ai bien eu l'idée de la vendre, mais je ne pense pas que je le ferai. Elle m'a déjà causé assez de mal. Et puis, les gens ne l'achèteraient pas. Certains pensent que c'est un conte de fées, et ceux qui y croient veulent d'abord l'essayer avant de me payer. Si vous pouviez avoir 3 autres vœux, dit le vieil homme en le regardant fixement, les feriez-vous ? Je ne sais pas, dit l'autre, je ne sais pas. Il prit la patte et, la balançant entre son pouce et son index, la jeta soudain dans le feu. Monsieur White poussa un léger cri, se pencha et la retira vivement. « Il vaudrait mieux la laisser brûler, » dit le soldat solennellement. « Si vous n'en voulez pas, Maurice, » dit l'autre, « donnez-la-moi. »« Non, » dit son ami avec obstination, « je l'ai jetée dans le feu. Si vous la gardez, ne me blâmez pas pour ce qui arrivera. Jetez-la au feu comme un homme sensé. » L'autre secoua la tête et examina son acquisition de près. « Comment ça marche ?» demanda-t-il. « Tenez-la dans votre main droite et formulez votre vœu à haute voix, » dit le sergent-major. « Mais je vous préviens des conséquences. On dirait les 1001 nuits, » dit Madame White en se levant pour préparer le souper. « Ne crois-tu pas que tu pourrais souhaiter 4 paires de mains pour moi ?» Son mari sortit le talisman de sa poche, et tous 3 éclatèrent de rire lorsque le sergent-major, l'air alarmé, l'attrapa par le bras. « Si vous devez faire un vœu, dit-il d'un ton bourru, souhaitez quelque chose de sensé. » Monsieur White remit la patte dans sa poche et, disposant les chaises, invita son ami à table. Dans l'agitation du souper, le talisman fut en partie oublié, et ensuite, les 3 restèrent assis, captivés, à écouter un nouvel épisode des aventures du soldat en Inde. Si l'histoire de la patte de singe n'est pas plus vraie que ce qu'il nous a raconté jusqu'ici, dit Herbert, alors que la porte se refermait sur leur invité, juste à temps pour attraper le dernier train, nous n'en tirerons pas grand-chose. Tu lui as donné quelque chose en échange, père ? Demanda Madame White en observant son mari attentivement. Une babiole, dit-il en rougissant légèrement. Il n'en voulait pas, mais je l'ai obligé à la prendre, et il m'a encore pressé de la jeter. Bien sûr, dit Herbert avec une horreur feinte, mais nous allons devenir riches, célèbres et heureux. Souhaite d'abord d'être empereur, père, comme ça tu ne seras pas mené par le bout du nez. Il fit le tour de la table en courant, poursuivi par Madame White, armée d'une housse de fauteuil.
Monsieur White sortit la patte de sa poche et la regarda avec doute. « Je ne sais pas quoi souhaiter, c'est un fait, » dit-il lentement. « Il me semble que j'ai tout ce que je veux. Si tu remboursais l'hypothèque, tu serais tout à fait heureux, non ?» dit Herbert en lui posant la main sur l'épaule. « Eh bien, souhaite 200 livres, alors, ça suffirait juste. » Son père, souriant avec honte de sa propre crédulité, leva le talisman tandis que son fils, le visage solennel, légèrement caché par un clin d'œil à sa mère, s'asseyait et frappait quelques accords impressionnants. « Je souhaite 200 livres, » dit le vieil homme distinctement. Un grand fracas provenant du piano salua ces paroles, interrompu par un cri frissonnant du vieil homme. Sa femme et son fils coururent vers lui. « Elle a bougé !» s'écria-t-il en jetant un regard de dégoût à l'objet posé sur le sol. « Pendant que je formulais mon vœu, elle s'est tordue dans ma main comme un serpent. »« Eh bien, je ne vois pas l'argent, » dit son fils en la ramassant et en la posant sur la table. « Et je parie que je ne le verrai jamais. »« Ça devait être ton imagination, père, » dit sa femme en le regardant avec inquiétude. Il secoua la tête. « Peu importe, de toute façon, il n'y a pas de mal, mais ça m'a tout de même donné un choc. » Ils se rassirent près du feu, tandis que les deux hommes finissaient leur pipe. Dehors, le vent soufflait plus fort que jamais, et le vieil homme sursauta nerveusement au bruit d'une porte qui claquait à l'étage. Un silence inhabituel et oppressant s'installa entre les trois, jusqu'à ce que les deux vieux époux se lèvent pour aller se coucher. « Je m'attends à ce que tu trouves l'argent dans un gros sac au milieu de ton lit, » dit Herbert en leur souhaitant bonne nuit. « Et quelque chose d'horrible accroupi sur ton armoire à te regarder empocher tes gains mal acquis. » Il resta seul dans l'obscurité, fixant le feu mourant et y voyant des visages. Le dernier était si horrible et si simiesque qu'il le contempla avec stupéfaction. Il devint si vivace que, avec un petit rire nerveux, il chercha sur la table un verre contenant un peu d'eau pour l'éteindre. Sa main saisit la patte de singe et, frissonnant légèrement, il s'essuya la main sur son manteau avant d'aller se coucher. Deuxième partie. Dans la clarté du soleil hivernal, le lendemain matin, alors qu'il inondait la table du petit déjeuner, Herbert rit de ses craintes. La pièce avait une atmosphère prosaïquement saine qui lui avait manqué la veille, et la petite pâte sale et ratatinée était jetée sur le buffet avec une négligence qui témoignait d'une faible croyance en ses vertus. « Je suppose que tous les vieux soldats sont pareils, » dit Madame White. « L'idée que nous ayons écouté de telles sottises. Comment des vœux pourraient-ils être exaucés de nos jours? Et si c'était possible, comment 200 livres pourraient-elles te faire du mal, père? Elle pourrait te tomber sur la tête depuis le ciel, » dit le frivole Herbert. « Maurice a dit que les choses arrivaient si naturellement, » dit son père, « qu'on pouvait, si on le voulait, les attribuer à une coïncidence. »« Eh bien, ne dépense pas l'argent avant mon retour, » dit Herbert en se levant de table. « J'ai peur qu'il ne fasse de toi un homme avare et cupide, et que nous devions te renier. » Sa mère rit et, le suivant jusqu'à la porte, le regarda descendre la route. En revenant à la table, elle se moqua gentiment de la crédulité de son mari, ce qui ne l'empêcha pas de courir à la porte au cou du facteur, ni de faire une remarque un peu sèche sur les sergents-majors à la retraite et leurs habitudes alcoolisées lorsqu'elle découvrit que le courrier contenait une facture de tailleur. Herbert aura sans doute d'autres remarques amusantes à faire en rentrant, dit-elle alors qu'ils étaient à table. Sans doute, dit Monsieur White en se versant de la bière. Mais malgré tout, cette chose a bougé dans ma main, je le jure. Tu as cru qu'elle bougeait, dit la vieille dame d'un ton apaisant. Elle a bougé, répliqua l'autre. Je n'ai pas cru, je l'ai vue. Je venais juste de... Qu'est-ce qu'il y a? Sa femme ne répondit pas.
Elle observait les mouvements mystérieux d'un homme dehors qui, regardant la maison d'un air indécis, semblait se décider à entrer. En faisant mentalement le lien avec les 200 livres, elle remarqua que l'étranger était bien habillé et portait un chapeau de soie d'un brillant neuf. Par 3 fois, il s'arrêta à la grille avant de repartir. À la 4e, il posa la main dessus et, avec une soudaine résolution, l'ouvrit et remonta l'allée. Au même moment, Madame White cacha ses mains derrière son dos et, défaisant vivement les cordons de son tablier, glissa cet accessoire utile sous le coussin de sa chaise. Elle fit entrer l'étranger, qui semblait mal à l'aise. Il la regarda furtivement et écouta d'une oreille distraite la vieille dame s'excuser pour l'état de la pièce et le manteau de son mari, un vêtement qu'il réservait habituellement au jardin. Elle attendit ensuite, avec toute la patience que son sexe lui permettait, qu'il expose l'objet de sa visite, mais il resta étrangement silencieux. On m'a demandé de venir, dit-il enfin, en se penchant pour enlever un fil sur son pantalon. Je viens de la part de Moe et Meggins. La vieille dame sursauta. Est-ce qu'il y a un problème ? Demanda-t-elle, haletante. Est-il arrivé quelque chose à Herbert ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Son mari intervint. Doucement, mère, dit-il précipitamment. Assieds-toi et ne saute pas aux conclusions. Vous n'apportez pas de mauvaises nouvelles, j'en suis sûre, monsieur. Et il regarda l'autre avec anxiété. Je suis désolé, commença le visiteur. Est-il blessé ? Demanda la mère avec véhémence. Le visiteur s'inclina en signe d'assentiment. Grièvement, dit-il calmement, mais il ne souffre pas. Oh, merci mon Dieu, s'exclama la vieille femme en joignant les mains. Merci mon Dieu pour cela. Merci. Elle s'interrompit alors que la signification sinistre de l'assurance lui apparaissait et qu'elle voyait la terrible confirmation de ses craintes dans le visage détourné de l'autre. Elle retint son souffle et, se tournant vers son mari à l'esprit plus lent, posa sa main tremblante sur la sienne. Un long silence s'ensuivit. Il a été happé par la machine, dit enfin le visiteur d'une voix basse. Happé par la machine, répéta M. White, hébété. Oui. Il resta assis, fixant la fenêtre, et prenant la main de sa femme entre les siennes, la serra comme il avait coutume de le faire dans leurs jeunes années, près de 40 ans auparavant. Il était le seul qui nous restait, dit-il doucement au visiteur. C'est dur. L'autre toussa et, se levant, marcha lentement vers la fenêtre. La firme m'a chargé de vous transmettre ses sincères condoléances pour votre grande perte, dit-il sans se retourner. Je vous prie de comprendre que je ne suis que leur serviteur et que j'obéis aux ordres. Il n'y eut pas de réponse. Le visage de la vieille femme était blanc, ses yeux fixes et sa respiration inaudible. Sur le visage de son mari se lisait une expression semblable à celle que son ami le sergent avait dû arborer lors de sa première bataille. Je devais vous dire que Moe et Meggins déclinent toute responsabilité, poursuivit l'autre. Ils n'admettent aucune obligation, mais en considération des services de votre fils, ils souhaitent vous offrir une certaine somme à titre de compensation. Monsieur White lâcha la main de sa femme et, se levant, fixa son visiteur avec horreur. Ses lèvres sèches formèrent les mots « Combien ?» 200 livres, fut la réponse. Inconscient du cri de sa femme, le vieil homme sourit faiblement, tendit les mains comme un aveugle et s'effondra au sol, inanimé. Troisième partie. Dans le vaste nouveau cimetière, à environ 3 kilomètres de là, les vieux gens enterrèrent leur fils et revinrent à une maison plongée dans l'ombre et le silence. Tout s'était passé si vite qu'ils eurent d'abord du mal à le réaliser, et ils restèrent dans un état d'attente, comme si quelque chose d'autre devait se produire,
quelque chose qui allégerait ce fardeau trop lourd pour des cœurs vieillissants. Mais les jours passèrent, et l'attente fit place à la résignation désespérée des vieux, parfois appelée à tort apathie. Parfois, ils échangeaient à peine un mot, car ils n'avaient plus rien à se dire, et leurs journées étaient longues et accablantes. Ce fut environ une semaine plus tard que le vieil homme, se réveillant soudain la nuit, tendit la main et se trouva seul. La chambre était dans l'obscurité, et le son d'un pleur étouffé venait de la fenêtre. Il se souleva dans son lit et écouta. « Reviens, dit-il tendrement. Tu vas avoir froid. »« Il fait plus froid pour mon fils, » dit la vieille femme, et elle se remit à pleurer. Le son de ses sanglots s'éteignit à ses oreilles. Le lit était chaud, et ses paupières lourdes de sommeil. Il somnola par intermittence avant de s'endormir, jusqu'à ce qu'un cri soudain et sauvage de sa femme le réveille en sursaut. « La patte !» cria-t-elle avec véhémence. « La patte de singe !» Il se dressa, alarmé. « Où est-elle ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle traversa la pièce en trébuchant vers lui. « Je la veux, » dit-elle calmement. « Tu ne l'as pas détruite. »« Elle est dans le salon, sur l'étagère, » répondit-il étonné. « Pourquoi ?» Elle rit et pleura à la fois, et se penchant, l'embrassa sur la joue. « Je viens juste d'y penser, » dit-elle hystériquement. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Pourquoi n'y as-tu pas pensé ? » « Penser à quoi ? Demanda-t-il. « Aux deux autres vœux, » répondit-elle rapidement. « Nous n'en avons fait qu'un. »« Ce n'était pas assez ? Demanda-t-il avec férocité. « Non !» s'écria-t-elle triomphalement. « Nous allons en faire un autre. Descends la chercher vite et souhaite que notre fils revienne à la vie. » L'homme resta assis dans son lit et rejeta les couvertures de ses membres tremblants. « Mon Dieu, tu es folle !» s'exclama-t-il horrifié. « Va la chercher, haleta-t-elle. Dépêche-toi et souhaite. Oh, mon garçon, mon garçon !» Son mari craqua une allumette et alluma la bougie. « Retourne au lit, » dit-il d'une voix mal assurée. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Notre premier vœu a été exaucé, » dit la vieille femme fiévreuse. « Pourquoi pas le second ? » « Une coïncidence, » balbutia le vieil homme. « Va la chercher et fais un vœu, » cria sa femme, tremblante d'excitation. Le vieil homme se tourna vers elle, et sa voix trembla. « Il est mort depuis 10 jours, et en plus, je ne te l'aurais pas dit autrement, mais je n'ai pu le reconnaître qu'à ses vêtements. S'il était trop terrible à voir à ce moment-là, comment serait-il maintenant ? Fais-le revenir, » cria la vieille femme en le tirant vers la porte. « Crois-tu que je craigne l'enfant que j'ai élevé ?» Il descendit dans l'obscurité et tâtonna jusqu'au salon, puis jusqu'à la cheminée. Le talisman était à sa place, et une horrible peur le saisit. Celle que le vœu non prononcé ne fasse apparaître son fils mutilé avant qu'il ne puisse quitter la pièce. Il retint son souffle en réalisant qu'il avait perdu la direction de la porte. Le front glacé de sueur, il contourna la table à tâtons et longea le mur jusqu'à se retrouver dans le petit couloir, l'objet malsain à la main. Même le visage de sa femme semblait changer lorsqu'il entra dans la chambre. Il était blanc et impatient, et à ses yeux effrayés, paraissait porter une expression contre nature. Il avait peur d'elle. « Fais un vœu !» cria-t-elle d'une voix forte. « C'est insensé et mauvais, » bredouilla-t-il. « Fais un vœu !» répéta sa femme. Il leva la main. « Je souhaite que mon fils revienne à la vie. » Le talisman tomba par terre, et il le regarda avec crainte. Puis il s'affaissa, tremblant, dans un fauteuil, tandis que la vieille femme, les yeux brillants, se dirigeait vers la fenêtre et levait le store. Il resta assis, jusqu'à en avoir froid, jetant occasionnellement un regard à la silhouette de la vieille femme, scrutant la fenêtre.
Le bout de bougie, qui avait brûlé sous la bordure du chandelier en porcelaine, projetait des ombres pulsantes sur le plafond et les murs, jusqu'à ce qu'une dernière lueur plus grande que les autres s'éteigne. Le vieil homme, éprouvant un indicible soulagement face à l'échec du talisman, regagna son lit, et 1 minute plus tard, la vieille femme vint silencieusement et apathiquement se coucher à ses côtés. Aucun ne parla, mais ils restèrent assis en silence, à écouter le tic-tac de l'horloge. Une marche grinça, et une souris couina en courant bruyamment dans le mur. L'obscurité était oppressante, et après avoir rassemblé son courage un moment, il prit la boîte d'allumettes et, en craquant une, descendit chercher une bougie. Au pied de l'escalier, l'allumette s'éteignit, et il s'arrêta pour en craquer une autre. Au même moment, un coup si discret et furtif qu'il était à peine audible résonna à la porte d'entrée. Les allumettes lui tombèrent des mains et se répandirent dans le couloir. Il resta immobile, le souffle coupé, jusqu'à ce que le coup se répète. Alors, il tourna les talons et remonta précipitamment dans sa chambre, refermant la porte derrière lui. Un 3e coup retentit dans la maison. « Qu'est-ce que c'est » cria la vieille femme en sursautant. « Un rat » dit le vieil homme d'une voix tremblante. « Un rat, il m'est passé devant dans l'escalier. » Sa femme s'assit dans le lit, écoutant. Un coup puissant résonna dans la maison. « C'est Herbert !» Elle courut vers la porte, mais son mari la devança et, l'attrapant par le bras, la retint fermement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» chuchota-t-il d'une voix rauque. « C'est mon garçon, c'est Herbert !» cria-t-elle en se débattant mécaniquement. « J'avais oublié que le cimetière était à 3 kilomètres. Pourquoi me retiens-tu ? Lâche-moi, je dois ouvrir. »« Pour l'amour de Dieu, ne le laisse pas entrer, » supplia le vieil homme en tremblant. « Tu as peur de ton propre fils, » cria-t-elle en se débattant. « Lâche-moi. »« J'arrive, Herbert, j'arrive. » Un autre coup, puis un autre. La vieille femme, d'une soudaine secousse, se libéra et courut hors de la pièce. Son mari la suivit jusqu'au palier et l'appela avec désespoir alors qu'elle descendait en hâte. Il entendit la chaîne grincer et le verrou se tirer lentement et difficilement de son logement. Puis, la voix de la vieille femme, tendue et haletante. « Le verrou !» cria-t-elle. « Viens, je n'arrive pas à l'atteindre. » Mais son mari était à 4 pattes, fouillant frénétiquement le sol à la recherche de la patte. S'il pouvait seulement la trouver avant que la chose dehors n'entre. Une véritable fusillade de coups retentit dans la maison, et il entendit le grincement d'une chaise, alors que sa femme la poussait contre la porte dans le couloir. Il entendit le verrou céder lentement, et au même moment, il trouva la patte de singe, et, frénétiquement, souffla son 3e et dernier vœu. Les coups cessèrent brusquement, bien que leurs échos résonnent encore dans la maison. Il entendit la chaise être repoussée et la porte s'ouvrir. Un vent froid remonta l'escalier, et un long gémissement de déception et de misère de sa femme lui donna le courage de descendre à ses côtés, puis jusqu'à la grille. La lanterne de la rue, vacillant en face, éclairait une route silencieuse et déserte. Le chat noir, par Edgar Allan Poe. Je ne m'attends ni ne sollicite la croyance en la plus sauvage et pourtant la plus simple histoire que je m'apprête à écrire. Folie serait-ce à moi que de l'espérer, alors que mes propres sens rejettent leurs propres témoignages. Pourtant, je ne suis pas fou, et très certainement je ne rêve pas. Mais demain je meurs, et aujourd'hui je veux décharger mon âme. Mon but immédiat est de présenter au monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, torturé, anéanti.
Je ne tenterai cependant pas de les expliquer. Pour moi, ils n'ont été qu'horreurs. Pour beaucoup, ils sembleront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, quelque intelligence plus calme, plus logique et bien moins excitable que la mienne découvrira, dans les circonstances que je relate avec effroi, rien de plus qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, je fus remarqué pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si visible qu'elle faisait de moi la risée de mes camarades. J'étais particulièrement friand d'animaux, et mes parents m'avaient gâté avec une grande variété de compagnons. Je passais la plupart de mon temps avec eux, et jamais je n'étais aussi heureux que lorsque je les nourrissais ou les caressais. Cette particularité de mon caractère grandit avec moi, et, à l'âge adulte, elle devint l'une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont chéri l'affection d'un chien fidèle et sagace, je n'ai guère besoin de m'étendre sur la nature ou l'intensité de la satisfaction que l'on peut en tirer. Il y a quelque chose dans l'amour désintéressé et sacrificiel d'une bête qui va droit au cœur de celui qui a souvent eu l'occasion de tester la misérable amitié et la fragile fidélité de l'homme. Je me mariai jeune et j'eus le bonheur de trouver en ma femme une disposition d'esprit qui n'était pas sans affinité avec la mienne. Voyant mon penchant pour les animaux domestiques, elle ne perdit aucune occasion de m'en procurer des plus agréables. Nous avions des oiseaux, des poissons rouges, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était une bête remarquablement grande et belle, entièrement noire et d'une sagacité étonnante. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu superstitieuse, faisait souvent allusion à l'ancienne croyance populaire qui considérait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Non qu'elle fût sérieuse sur ce point, et je ne mentionne la chose que parce qu'elle me revient à l'esprit maintenant. Pluton, c'était le nom du chat, était mon favori et mon compagnon de jeu. Je le nourrissais moi-même, et il me suivait partout dans la maison. Il m'était même difficile de l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié dura ainsi plusieurs années, durant lesquelles mon tempérament et mon caractère, sous l'influence du démon de l'intempérance, j'ai honte de l'avouer, subirent une altération radicale en mal. Je devins, de jour en jour, plus morose, plus irritable, plus indifférent aux sentiments des autres. Je me permis d'user d'un langage violent envers ma femme. À la fin, je lui fis même subir des violences physiques. Mes animaux, bien sûr, ressentirent le changement dans ma disposition. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Pour Pluton, cependant, je conservais encore assez d'affection pour m'empêcher de le maltraiter, alors que je n'avais aucun scrupule à le faire pour les lapins, le singe ou même le chien, lorsqu'ils croisaient de mon chemin par accident ou par affection. Mais ma maladie s'aggrava, car quelle maladie est comparable à l'alcool? Et finalement, même Pluton, qui vieillissait et devenait quelque peu irritable, commença à subir les effets de ma mauvaise humeur. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, ivre, après une de mes escapades en ville, il me sembla que le chat évitait ma présence. Je le saisis, et, dans sa frayeur face à ma violence, il me fit une légère blessure à la main avec ses dents. Une fureur démoniaque s'empara aussitôt de moi. Je ne me reconnaissais plus. Mon âme originelle semblait s'être envolée de mon corps, et une méchanceté plus que diabolique, nourrie par le djinn, parcourut chaque fibre de mon être. Je sortis un canif de la poche de mon gilet, l'ouvris, saisis la pauvre bête par la gorge, et lui coupai délibérément un œil de son orbite. Je rougis, je brûle, je frémis en écrivant cette abominable atrocité, quand la raison me revint au matin. Après avoir dormi les vapeurs de la débauche nocturne, je ressentis un sentiment moitié horreur, moitié remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable.
mais c'était, au mieux, un sentiment faible et équivoque, et mon âme demeurait insensible. Je me replongeais dans l'excès et noyais bientôt dans le vin tout souvenir de mon acte. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il ne semblait plus souffrir. Il allait et venait dans la maison comme d'habitude, mais, comme on pouvait s'y attendre, fuyait dans une terreur extrême à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour être d'abord peiné par cette aversion évidente de la part d'une créature qui m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation, et alors vint, comme pour ma perte finale et irrévocable, l'esprit de perversité. La philosophie ne tient pas compte de cet esprit. La phrénologie ne lui trouve aucune place parmi ses organes. Pourtant, je suis aussi certain que mon âme vit, que la perversité est l'une des impulsions primitives du cœur humain, l'une des facultés ou sentiments primaires et indivisibles qui dirigent le caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris 100 fois à commettre une action vile ou stupide pour la seule raison qu'il savait ne pas devoir le faire? N'avons-nous pas une inclination perpétuelle, en dépit de notre meilleur jugement, à violer la loi, simplement parce que nous la reconnaissons comme telle? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma perte. Ce fut ce désir insondable de l'âme de se tourmenter elle-même, de faire violence à sa propre nature, de faire le mal pour le mal seul, qui me poussa à poursuivre et finalement à consommer le tort que j'avais infligé à l'innocente bête. Un matin, de sang-froid, je passai une corde autour de son cou et le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis les larmes aux yeux et le remords le plus amer au cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucune raison de l'offenser. Je le pendis parce que je savais qu'en agissant ainsi je commettais un péché mortel qui mettrait en péril mon âme immortelle au point de la placer, si une telle chose était possible, hors de portée de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. La nuit même où fut commis cet acte cruel, je fus réveillé par le cri d'un incendie. Les rideaux de mon lit étaient en flammes. Toute la maison brûlait. Ce ne fut qu'avec grande difficulté que ma femme, un domestique et moi-même parvînmes à échapper à la conflagration. La destruction fut totale. Toute ma fortune terrestre fut engloutie, et je me résignai dès lors au désespoir. Je suis au-dessus de la faiblesse qui consiste à chercher à établir un lien de cause à effet entre le désastre et l'atrocité. Mais je relate une chaîne de faits, et je ne veux pas laisser le moindre maillon incomplet. Le lendemain de l'incendie, je visitai les ruines. Les murs, à une exception près, s'étaient effondrés. Cette exception se trouvait dans un mur de séparation, pas très épais, situé au milieu de la maison, et contre lequel reposait la tête de mon lit. L'enduit avait ici, en grande partie, résisté à l'action du feu, un fait que j'attribuais à son application récente. Une foule dense s'était rassemblée autour de ce mur, et plusieurs personnes semblaient examiner une portion particulière, avec une attention minutieuse et avide. Les mots étranges, singuliers, et d'autres expressions similaires excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et vis, comme gravé en bas-relief sur la surface blanche, la figure d'un chat gigantesque. L'image était reproduite avec une précision vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Lorsque je vis cette apparition, car je ne pouvais guère la considérer comme moi, ma stupéfaction et ma terreur furent extrêmes. Mais finalement, la réflexion vint à mon secours. Je me souvins que le chat avait été pendu dans un jardin attenant à la maison. À l'annonce de l'incendie, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule, et quelqu'un avait dû couper l'animal de l'arbre et le jeter par une fenêtre ouverte dans ma chambre,
avait probablement été fait dans l'intention de me réveiller. La chute des autres murs avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étalé. La chaux, avec les flammes et l'ammoniaque de la carcasse, avait alors accompli le portrait tel que je le voyais. Bien que j'eusse ainsi expliqué à ma raison, sinon à ma conscience, le fait surprenant que je viens de détailler, il n'en fit pas moins une profonde impression sur mon imagination. Pendant des mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat, et durant cette période, revint en moi un demi-sentiment qui semblait, sans l'être, du remords. J'allais jusqu'à regretter la perte de l'animal et à chercher autour de moi, dans les repères infâmes que je fréquentais désormais habituellement, un autre animal de la même espèce et d'apparence similaire pour le remplacer. Une nuit, alors que j'étais assis, à moitié hébété, dans un bouge plus qu'infâme, mon attention fut soudain attirée par un objet noir, posé sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum, qui constituait le principal mobilier de la pièce. Je regardais fixement le haut de ce tonneau depuis quelques minutes, et ce qui me surprit alors fut de ne pas avoir remarqué plus tôt l'objet qui s'y trouvait. Je m'en approchai et le touchai de la main. C'était un chat noir, très grand, aussi grand que Pluton, et lui ressemblant en tout point, sauf un. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout son corps, mais ce chat avait une large tache blanche, bien qu'indéfinie, couvrant presque toute la région de la poitrine. Dès que je le touchai, il se leva immédiatement, ronronna bruyamment, se frotta contre ma main et parut ravi de mon attention. C'était donc exactement la créature que je cherchais. Je proposai aussitôt de l'acheter au propriétaire, mais cet homme ne le réclamait pas, n'en savait rien, ne l'avait jamais vu auparavant. Je continuai mes caresses, et lorsque je me préparais à rentrer chez moi, l'animal montra une disposition à m'accompagner. Je le permis, me baissant de temps en temps pour le flatter en chemin. Lorsqu'il atteignit la maison, il s'y domestiqua aussitôt et devint immédiatement le favori de ma femme. Pour ma part, je ressentis bientôt une aversion à son égard. C'était exactement le contraire de ce que j'avais anticipé. Mais je ne sais comment ni pourquoi, son affection évidente pour moi me dégoûta et m'irrita. Lentement, ces sentiments de dégoût et d'irritation se transformèrent en une haine amère. J'évitais la créature. Un certain sentiment de honte et le souvenir de mon ancien acte de cruauté m'empêchaient de la maltraiter physiquement. Pendant quelques semaines, je ne la frappais pas, ni ne la maltraitais autrement. Mais graduellement, très graduellement, j'en vins à la regarder avec une aversion indicible et à fuir silencieusement sa présence odieuse, comme on fuit le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine de la bête fut la découverte, le lendemain de son arrivée, que, comme Pluton, elle avait été privée d'un de ses yeux. Cette circonstance, cependant, ne fit que la rendre plus chère à ma femme, qui, comme je l'ai déjà dit, possédait à un haut degré cette humanité de sentiments qui avait autrefois été mon trait distinctif et la source de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Cependant, plus mon aversion pour ce chat grandissait, plus son affection pour moi semblait augmenter. Il me suivait avec une persistance qu'il serait difficile au lecteur de comprendre. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise ou sautait sur mes genoux, me couvrant de ses caresses répugnantes. Si je me levais pour marcher, il se glissait entre mes pieds et faillit me faire tomber, ou, accrochant ses longues griffes acérées à mes vêtements, grimpait ainsi jusqu'à ma poitrine. À ces moments-là, bien que je brûlasse de le détruire d'un coup, je m'en abstenais, en partie à cause du souvenir de mon ancien crime, mais surtout, avouons-le tout de suite, à cause d'une terreur absolue envers la bête. Cette terreur n'était pas exactement une peur d'un mal physique, et pourtant,
Je serais bien en peine de la définir autrement. J'ai presque honte de l'avouer. Oui, même dans cette cellule de criminels, j'ai presque honte de l'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avaient été accrues par l'une des chimères les plus futiles qu'il soit possible de concevoir. Ma femme avait attiré mon attention plus d'une fois sur le caractère de la marque de poils blancs dont j'ai parlé et qui constituait la seule différence visible entre cette étrange bête et celle que j'avais détruite. Le lecteur se souviendra que cette marque, bien que large, était à l'origine très indéfinie, mais lentement, presque imperceptiblement, et pendant longtemps, ma raison lutta pour la rejeter comme une fantaisie. Elle prit enfin une netteté rigoureuse de contour. C'était maintenant la représentation d'un objet que je frémis de nommer, et c'est surtout pour cela que je le haïssais, le redoutais, et aurais voulu me débarrasser du monstre si j'avais osé. C'était maintenant, dis-je, l'image d'une chose hideuse, d'une chose effroyable, du gibet. Oh, machine lugubre et terrible d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et maintenant, j'étais vraiment misérable au-delà de la misère de la simple humanité. Et une bête brute, dont j'avais méprisé et détruit le semblable, une bête brute pour me causer, à moi, un homme façonné à l'image du Très-Haut, tant de souffrances insupportables. Hélas, je ne connus plus le repos, ni le jour, ni la nuit. Pendant le jour, la créature ne me laissait pas un instant seul, et, la nuit, je m'éveillais, chaque heure, de rêves d'une peur indicible, pour sentir le souffle brûlant de la chose sur mon visage, et son poids énorme, un cauchemar incarné que je n'avais pas le pouvoir de secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de tels tourments, le faible reste de bien en moi succomba. Les pensées mauvaises devinrent mes seules compagnes, les plus noires et les plus mauvaises des pensées. L'humeur de mon tempérament habituel se transforma en haine de toutes choses et de tous les hommes, tandis que, dans les soudaines, fréquentes et incontrôlables explosions de fureur auxquelles je m'abandonnais aveuglément, ma patiente épouse, hélas, était la plus habituelle et la plus résignée des victimes. Un jour, elle m'accompagna, pour quelque affaire domestique, dans la cave du vieux bâtiment que notre pauvreté nous contraignait à habiter. Le chat me suivit dans l'escalier abrupt et, en faillissant me faire tomber la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie. Levant une hache et oubliant dans ma colère la crainte puérile qui jusqu'alors avait retenu ma main, je dirigeai un coup vers l'animal qui, bien sûr, aurait été instantanément fatal s'il était tombé comme je le souhaitais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Excité par cette interférence jusqu'à une rage plus que démoniaque, je retirai mon bras de son étreinte et lui enfonçai la hache dans le crâne. Elle tomba morte sur place, sans un gémissement. Ce meurtre hideux accompli, je me mis immédiatement, et avec une parfaite délibération, à la tâche de dissimuler le corps. Je savais que je ne pouvais le faire sortir de la maison, de jour comme de nuit, sans risquer d'être observé par les voisins. Plusieurs projets me vinrent à l'esprit. À un moment, je pensais à découper le cadavre en minuscules fragments et à les détruire par le feu. À un autre, je résolus de creuser une tombe dans le sol de la cave. Encore, j'envisageais de le jeter dans le puits de la cour, ou de l'emballer dans une caisse, comme une marchandise, avec les arrangements habituels, et de faire ainsi porter le tout hors de la maison par un commissionnaire. Finalement, je trouvais ce que je considérais comme une bien meilleure solution que toutes celles-ci. Je décidai de le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge, dit-on, murèrent leurs victimes. Pour un tel dessein, la cave était admirablement adaptée. Ses murs étaient construits de manière lâche et avaient récemment été enduits d'un plâtre grossier que l'humidité de l'atmosphère
l'atmosphère avait empêché de durcir. De plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causée par une fausse cheminée ou un foyer qui avait été rempli ou muré et ressemblait au reste de la cave. Je ne doutais pas que je pourrais facilement déplacer les briques à cet endroit, y insérer le cadavre et refermer le mur comme avant, de sorte qu'aucun œil ne puisse détecter quoi que ce soit de suspect. Et dans ce calcul, je ne fus pas trompé. À l'aide d'un pied de biche, je délogeai facilement les briques et, après avoir soigneusement déposé le corps contre le mur intérieur, je le maintins dans cette position, tandis que, sans grande difficulté, je replaçais toute la structure comme à l'origine. Après avoir procuré du mortier, du sable et des poêles, avec toutes les précautions possibles, je préparai un plâtre qui ne pouvait être distingué de l'ancien, et avec celui-ci, je recouvris soigneusement la nouvelle maçonnerie. Lorsque j'eus fini, je fus satisfait de voir que tout était en ordre. Le mur ne présentait pas la moindre apparence d'avoir été dérangé. Les débris sur le sol furent ramassés avec le plus grand soin. Je regardai autour de moi avec triomphe et me dis « Ici, du moins, mon travail n'a pas été vain. » Mon prochain pas fut de chercher la bête qui avait été la cause de tant de misère, car j'avais finalement résolu de la mettre à mort. Si je l'avais rencontrée à ce moment, son sort ne faisait aucun doute. Mais il semblait que l'animal rusé avait été alarmé par la violence de ma colère précédente et s'abstenait de se montrer dans mon humeur actuelle. Il est impossible de décrire ou d'imaginer le profond, le béat sentiment de soulagement que l'absence de la créature détestée procura à mon cœur. Elle ne se montra pas de la nuit, et ainsi, pour une nuit au moins, depuis son introduction dans la maison, je dormis profondément et paisiblement. Oui, je dormis même avec le poids du meurtre sur mon âme. Le deuxième et le troisième jour passèrent, et toujours mon tourmenteur ne revenait pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre terrifié avait fui les lieux pour toujours. Je ne le verrai plus jamais. Mon bonheur était suprême. La culpabilité de mon acte noir ne me troublait guère. Quelques questions avaient été posées, mais elles avaient été facilement éludées. Une perquisition avait même été ordonnée, mais bien sûr, rien ne fut découvert. Je considérais mon bonheur futur comme assuré. Le 4e jour après l'assassinat, un groupe de policiers arriva, très inopinément, dans la maison et procéda à une nouvelle investigation rigoureuse des lieux. Cependant, confiant dans l'imperméabilité de ma cachette, je ne ressentis aucune gêne. Les agents m'ordonnèrent de les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent aucun recoin inexploré. Finalement, pour la 3e ou 4e fois, ils descendirent dans la cave. Je ne tremblais pas d'un muscle. Mon cœur battait calmement, comme celui d'un homme qui dort en innocence. Je parcourus la cave d'un bout à l'autre. Je croisai les bras sur ma poitrine et marchai çà et là avec aisance. Les policiers furent pleinement satisfaits et se préparèrent à partir. La joie dans mon cœur était trop forte pour être contenue. Je brûlais de dire un seul mot, en signe de triomphe, et de rendre doublement certaine leur conviction de mon innocence. « Messieurs, dis-je enfin, alors que le groupe montait les marches, je suis ravi d'avoir dissipé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. À propos, messieurs, ceci est une maison très bien construite. » Dans mon désir frénétique de dire quelque chose avec désinvolture, je savais à peine ce que je disais. Je pourrais dire une maison excellente. Ces murs, vous partez, messieurs. Ces murs sont solidement bâtis, et ici, par pure frénésie de bravade, je frappais lourdement, avec une canne que je tenais à la main, sur la portion même de la maçonnerie derrière laquelle se tenait le cadavre hideux de la femme de mon cœur. Mais que Dieu me protège et me délivre des crocs de l'archidémon.
À peine l'écho de mes coups s'était-il éteint, qu'une voix me répondit depuis la tombe. Un cri, d'abord étouffé et brisé, comme les sanglots d'un enfant, puis rapidement enflant en un long, fort et continu hurlement, totalement anormal et inhumain. Un gémissement, un cri déchirant, moitié horreur et moitié triomphe, comme seul pourrait s'élever des enfers, conjointement des gorges des damnés dans leur agonie et des démons qui exultent dans leur damnation. Il est futile de parler de mes propres pensées. Évanoui, je chancelai vers le mur opposé. Pendant un instant, le groupe sur les marches resta immobile, saisi d'une terreur et d'une stupeur extrême. L'instant suivant, une douzaine de bras robustes s'affairèrent sur le mur. Il s'effondra en entier. Le cadavre, déjà grandement décomposé et couvert de sang coagulé, se dressa droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec une gueule rouge étendue et un œil unique de feu, était perchée l'horrible bête dont la ruse m'avait poussé au meurtre et dont la voix accusatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Dagon par Howard Phillips Lovecraft. Je rédige ceci sous une tension mentale considérable, car ce soir même, je ne serai plus. Sans le sou, à court de la drogue qui seule rend la vie supportable, je ne puis endurer plus longtemps cette torture. Je vais me précipiter de cette lucarne dans la rue sordide en contrebas. Ne croyez pas, à cause de mon asservissement à la morphine, que je sois un faible ou un dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces pages griffonnées à la hâte, vous comprendrez peut-être, sans jamais en saisir pleinement la raison, pourquoi j'ai besoin d'oubli ou de mort. C'est dans l'une des zones les plus ouvertes et les moins fréquentées du vaste Pacifique que le navire dont j'étais le second tomba aux mains d'un corsaire allemand. La Grande Guerre en était alors à ses tout débuts, et les forces maritimes du 1 n'avaient pas encore sombré dans la déchéance qui allait suivre. Aussi notre bâtiment fut-il déclaré prise de guerre légitime, tandis que nous, membres de l'équipage, fûmes traités avec toute l'équité et les égards dus à des prisonniers de guerre. La discipline de nos geôliers était même si laxiste que 5 jours après notre capture, je parvins à m'échapper seul dans une petite embarcation, avec de l'eau et des provisions pour un bon moment. Une fois à la dérive, je n'avais qu'une vague idée de ma position. Piètre navigateur, je ne pouvais que deviner approximativement, d'après le soleil et les étoiles, que je me trouvais quelque part au sud de l'équateur. Quant à la longitude, je l'ignorais totalement, et aucune île ni côte n'était en vue. Le temps resta clément, et durant d'innombrables jours, je dérivais sans but sous le soleil brûlant, attendant soit un navire de passage, soit d'être jeté sur les rivages d'une terre habitable. Mais ni bateau ni terre n'apparurent, et je commençai à désespérer dans ma solitude, au milieu de l'immensité mouvante d'un bleu uniforme. Le changement survint pendant mon sommeil. J'ignore tout de ces détails, car mon assoupissement, bien qu'agité et peuplé de rêves, fut continu. Lorsque je m'éveillai enfin, je me découvris à moitié englouti dans une étendue visqueuse et infernale de boue noire qui s'étendait autour de moi en ondulations monotones à perte de vue et où mon embarcation gisait échouée à quelque distance. Bien qu'on puisse aisément imaginer que ma première réaction fut l'émerveillement devant une transformation si prodigieuse et inattendue du paysage, je fus en réalité bien plus horrifié que stupéfait, car l'air et le sol putride dégageaient une sinistre qualité qui me glaça jusqu'aux os. La région empestait les carcasses de poissons en décomposition, ainsi que d'autres choses moins descriptibles que je voyais émerger de la boue infecte de cette plaine sans fin. Peut-être ne puis-je espérer transmettre par de simples mots l'indicible horreur qui peut résider dans un silence absolu
et une immensité stérile. Aucun bruit ne parvenait à mes oreilles, et rien n'était visible à part une vaste étendue de vase noir. Pourtant, l'entièreté du calme et l'homogénéité du paysage m'oppressaient d'une peur nauséeuse. Le soleil flamboyait dans un ciel qui me semblait presque noir dans sa cruauté sans nuages, comme s'il reflétait le marais d'encre à mes pieds. En rampant jusqu'à mon embarcation échouée, je compris qu'une seule théorie pouvait expliquer ma situation. Une secousse volcanique sans précédent avait dû projeter à la surface une partie du fond océanique, exposant des régions qui, pendant des millions d'années, avaient reposé sous des abysses insondables. L'étendue de cette nouvelle terre surgie sous moi était si vaste que je ne percevais pas le moindre bruit de l'océan agité, même en tendant l'oreille. Il n'y avait pas non plus d'oiseaux de mer pour se repaître des cadavres. Je restais assis des heures durant dans le bateau, à réfléchir ou à sombrer dans mes pensées, tandis que le soleil traversait le ciel et que l'embarcation, couchée sur le flanc, offrait un peu d'ombre. Au fil de la journée, le sol perdit de son adhérence et sembla sur le point de sécher suffisamment pour permettre une marche. Cette nuit-là, je dormis peu, et le lendemain, je préparai un sac contenant de la nourriture et de l'eau, en prévision d'un voyage à pied à la recherche de la mère disparue et d'un éventuel secours. Le 3e matin, le sol était assez sec pour que je puisse marcher sans peine. L'odeur des poissons était insupportable, mais j'étais trop préoccupé par des choses plus graves pour m'en soucier. Et je me mis en route avec audace vers un but inconnu. Toute la journée, je progressais résolument vers l'ouest, guidé par une colline lointaine qui s'élevait plus haut que toute autre élévation sur ce désert mouvant. Cette nuit-là, je campais, et le jour suivant, je continuais vers la colline, bien qu'elle ne semblât guère plus proche que lors de ma première vision. Le 4e soir, j'atteignis la base de la butte, qui s'avéra bien plus haute qu'elle n'y paraissait de loin, une vallée intermédiaire la détachant plus nettement du reste du paysage. Trop épuisé pour l'escalader, je dormis à l'ombre de la colline. Je ne sais pourquoi mes rêves furent si agités cette nuit-là, mais avant que la lune décroissante et fantastiquement gibbeuse ne se soit élevée bien haut au-dessus de la plaine orientale, je me réveillai en sueur froide, déterminé à ne plus dormir. Les visions que j'avais eues étaient trop intolérables pour que je les endure à nouveau. À la lueur de la lune, je compris combien il avait été imprudent de voyager de jour. Sans l'éclat brûlant du soleil, mon périple m'aurait coûté moins d'énergie. En fait, je me sentais désormais capable d'entreprendre l'ascension qui m'avait découragé au coucher du soleil. Empoignant mon sac, je me dirigeais vers le sommet de l'éminence. J'ai dit que la monotonie ininterrompue de la plaine mouvante était une source d'horreur vague pour moi. Mais je crois que mon horreur fut plus grande encore lorsque j'atteignis le sommet de la butte et que je contemplais, de l'autre côté, un abîme ou canyon sans fond, dont les recoins noirs n'étaient pas encore éclairés par la lune, trop basse dans le ciel. Je me sentais au bord du monde, plongeant mon regard dans un chaos sans fond de nuit éternelle. À travers ma terreur surgirent d'étranges réminiscences du paradis perdu et de l'ascension hideuse de Satan à travers les royaumes informes des ténèbres. Alors que la lune montait dans le ciel, je commençais à voir que les pentes de la vallée n'étaient pas aussi abruptes que je l'avais imaginé. Des corniches et des affleurements rocheux offraient des brises assez faciles pour une descente. Et après une chute de quelques centaines de pieds, la déclivité devenait très progressive. Poussé par une impulsion que je ne saurais analyser avec précision, j'escaladai péniblement les rochers et me tins sur la pente plus douce en contrebas, fixant les profondeurs stygiennes où aucune lumière n'avait encore pénétré. Soudain, mon attention fut captée par un objet vaste et singulier sur la pente opposée, qui s'élevait abruptement à une centaine de mètres devant moi. Un objet
blanchâtre sous les nouveaux rayons de la lune montante. Je me rassurai rapidement en me disant qu'il ne s'agissait que d'un gigantesque bloc de pierre, mais j'avais la nette impression que sa forme et sa position n'étaient pas entièrement l'œuvre de la nature. Un examen plus approfondi me remplit de sensations que je ne puis exprimer, car malgré son énorme taille et sa position dans un abîme béant au fond de la mer depuis l'aube des temps, je perçus sans aucun doute que cet objet étrange était un monolithe bien taillé, dont la masse imposante portait la marque d'un travail artisanal, et peut-être même du culte d'êtres vivants et pensants. Hébété et effrayé, mais non sans une certaine excitation propre aux scientifiques ou à l'archéologue, j'examinais mon environnement plus attentivement. La lune, désormais près du zénith, brillait étrangement et vivement au-dessus des pentes vertigineuses qui encerclèrent le gouffre et révélaient la présence d'une étendue d'eau qui coulait au fond, serpentant hors de vue dans les deux directions et léchant presque mes pieds alors que je me tenais sur la pente. De l'autre côté du gouffre, les vaguelettes lavaient la base du monolithe cyclopéen, sur la surface duquel je pouvais désormais distinguer des inscriptions et des sculptures grossières. L'écriture était un système de hiéroglyphes qui m'était inconnu et ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu dans les livres. Elle consistait principalement en symboles aquatiques conventionnels: poissons, anguilles, pieuvres, crustacés, mollusques, baleines, etc. Plusieurs caractères représentaient manifestement des créatures marines inconnues du monde moderne, mais dont j'avais observé les formes en décomposition sur la plaine surgie de l'océan. Cependant, ce furent les sculptures qui me retinrent, fascinées, parfaitement visibles malgré l'eau qui nous séparait en raison de leur taille colossale, une série de bas-reliefs dont les sujets auraient excité l'envie de dorer. Je pense que ces choses étaient censées représenter des hommes, du moins une certaine sorte d'homme, bien que ces créatures fussent dépeintes s'ébattant comme des poissons dans les eaux d'une grotte marine, ou rendant hommage à un autel monolithique qui semblait également submergé. Leurs visages et leurs formes, je n'ose les décrire en détail, car leur simple souvenir me fait défaillir. Grotesques au-delà de l'imagination d'un beau ou d'un beloueur, ils étaient diablement humains dans leur silhouette générale, malgré leurs mains et pieds palmés, leurs lèvres horriblement larges et flasques, leurs yeux globuleux et vitreux, et d'autres traits dont le souvenir est moins plaisant. Chose curieuse, ils semblaient avoir été mal proportionnés par rapport à leur décor. L'une des créatures était représentée en train de tuer une baleine à peine plus grosse qu'elle. Je remarquai, comme je l'ai dit, leur grotesquerie et leur étrange taille, mais je décidai en un instant qu'il ne s'agissait que des dieux imaginaires d'une tribu primitive de pêcheurs ou de marins, une tribu dont le dernier descendant avait péri bien avant la naissance du premier ancêtre de l'homme de Piltdown ou de Néandertal. Frappé de stupeur par cet aperçu inattendu d'un passé inconcevable pour l'anthropologue le plus audacieux, je restai songeur, tandis que la lune projetait d'étranges reflets sur le chenal silencieux devant moi. Puis, soudain, je le vis, avec à peine un léger bouillonnement pour marquer son émergence. La chose glissa à la surface des eaux sombres. Vaste, semblable à Polyphème et répugnante, elle se rua comme un monstre cauchemardesque vers le monolithe, autour duquel elle enlaça ses bras écailleux gigantesques, tout en inclinant sa hideuse tête et en émettant des sons mesurés. Je crois qu'à cet instant, je devins fou. De ma folle ascension de la pente et de la falaise, et de mon voyage délirant jusqu'à l'embarcation échouée, je me souviens à peine. Je crois avoir beaucoup chanté et ri de manière étrange lorsque je ne pouvais plus chanter. J'ai de vagues souvenirs d'une terrible tempête quelque temps après avoir regagné le bateau. En tout cas, je sais que j'entendis des coups de tonnerre
et d'autres sons que la nature n'émet que dans ses humeurs les plus sauvages. Lorsque je sortis des ténèbres, j'étais dans un hôpital de San Francisco, y ayant été conduit par le capitaine du navire américain qui avait recueilli mon embarcation en plein océan. Dans mon délire, j'avais beaucoup parlé, mais mes paroles n'avaient guère été écoutées. Mes sauveurs ignoraient tout d'un soulèvement terrestre dans le Pacifique, et je ne jugeais pas nécessaire d'insister sur une chose que je savais qu'ils ne croiraient pas. Une fois, je consultai un ethnologue réputé et l'amusai avec des questions étranges sur l'ancienne légende philistine de Dagon, le dieu poisson. Mais voyant rapidement qu'il était désespérément conventionnel, je n'insistai pas. C'est la nuit, surtout lorsque la lune est gibbeuse et décroissante, que je vois la chose. J'ai essayé la morphine, mais la drogue n'a apporté qu'un répit éphémère et m'a enlisé dans ses griffes comme un esclave sans espoir. Alors maintenant, je vais en finir, après avoir rédigé ce récit complet pour l'information ou l'amusement méprisant de mes semblables. Souvent, je me demande si tout cela n'a pas été une pure hallucination, un simple caprice de la fièvre, alors que je gisais, frappé d'insolation et délirant, dans l'embarcation après mon évasion du cuirassé allemand. Je me pose cette question, mais une vision hideusement vive me répond toujours. Je ne puis penser aux profondeurs marines sans frémir à l'idée des choses innommables qui, peut-être en ce moment même, rampent et se débattent sur leurs lits visqueux, adorant leurs idoles de pierre ancienne et gravant leurs propres effigies détestables sur des obélisques sous-marins de granit gorgés d'eau. Je rêve d'un jour où ils pourraient s'élever au-dessus des flots pour entraîner dans leurs serres fétides les vestiges d'une humanité épuisée par la guerre, d'un jour où la terre s'affaissera et où le sombre fond océanique s'élèvera dans un pandémonium universel. La fin est proche. J'entends un bruit à la porte, comme si un énorme corps glissant s'y cognait. Il ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main, la fenêtre, la fenêtre. La chose maudite, par Ambrose Bierce. Première partie. On ne mange pas toujours ce qui est sur la table. À la lueur d'une chandelle de suif posée sur un bout d'une table rustique, un homme lisait quelque chose écrit dans un livre. C'était un vieux livre, car l'homme approchait parfois la page de la flamme pour y voir plus clair. L'ombre du livre plongeait alors dans l'obscurité la moitié de la pièce, masquant plusieurs visages et silhouettes. Car outre le lecteur, 8 autres hommes étaient présents. 7 d'entre eux étaient assis contre les murs de rondins, silencieux, immobiles, et comme la pièce était petite, pas très loin de la table. En tendant le bras, chacun d'eux aurait pu toucher le 8e homme, allongé sur la table, le visage tourné vers le haut, partiellement recouvert d'un drap, les bras le long du corps. Il était mort. L'homme avec le livre ne lisait pas à voix haute, et personne ne parlait. Tous semblaient attendre que quelque chose se produise. Seul le mort n'attendait plus rien. De l'obscurité extérieure parvenait, à travers l'ouverture servant de fenêtre, tous ces bruits étranges et toujours méconnus de la nuit sauvage, le hurlement lointain et sans nom d'un coyote, le frémissement persistant des insectes infatigables dans les arbres, les cris étranges des oiseaux nocturnes, si différents de ceux des oiseaux diurnes, le bourdonnement des gros scarabées maladroits, et tout ce chœur mystérieux de petits sons qui semblent toujours n'avoir été qu'à moitié entendus, quand ils cessent soudain, comme conscients d'une indiscrétion. Mais rien de tout cela ne fut remarqué par l'assemblée. Ses membres ne s'intéressaient guère aux choses sans importance pratique. Cela se voyait dans chaque trait de leur visage, même à la faible lueur de la seule chandelle. Ils étaient manifestement des hommes du coin, fermiers et bûcherons. Celui qui lisait était un peu différent,
On aurait dit de lui qu'il était du monde mondain, bien que son accoutrement attestât une certaine parenté avec les créatures de son environnement. Son manteau n'aurait guère passé l'inspection à San Francisco. Ses chaussures n'étaient pas d'origine urbaine, et le chapeau posé à côté de lui sur le sol, il était le seul à être découvert, était de ceux qui, si on les considérait comme de simples ornements personnels, perdaient tout leur sens. Son visage était plutôt agréable, avec une pointe de sévérité. Peut-être l'affichait-il ou la cultivait-il, comme il sied à une personne en position d'autorité. Car il était coroner. C'était en vertu de sa fonction qu'il avait en sa possession le livre dans lequel il lisait. Il avait été trouvé parmi les effets du mort, dans sa cabane, où se tenait maintenant l'enquête. Quand le coroner eut fini de lire, il glissa le livre dans la poche de sa veste. À cet instant, la porte s'ouvrit et un jeune homme entra. Clairement, il n'était pas né ni élevé à la montagne. Il était vêtu comme ceux qui vivent en ville. Ses vêtements étaient cependant poussiéreux, comme après un voyage. En fait, il avait chevauché dur pour assister à l'enquête. Le coroner hocha la tête. Personne d'autre ne le salua. « Nous vous avons attendu, » dit le coroner. « Il faut en finir avec cette affaire ce soir. » Le jeune homme sourit. « Je suis désolé de vous avoir retardé, » dit-il. « Je suis parti, non pour éviter votre convocation, mais pour envoyer à mon journal un récit de ce que je suppose que l'on me rappelle pour raconter. » Le coroner sourit. « Le récit que vous avez envoyé à votre journal, dit-il, diffère probablement de celui que vous allez donner ici sous serment. » Cela, répliqua l'autre, assez vivement et en rougissant visiblement, dépend de vous. J'ai utilisé du papier carbone et j'ai une copie de ce que j'ai envoyé. Ce n'était pas écrit comme une nouvelle, car c'est incroyable, mais comme une fiction. Cela peut faire partie de mon témoignage sous serment. Mais vous dites que c'est incroyable. Cela ne vous regarde pas, monsieur, si je jure aussi que c'est vrai. Le coroner resta un moment silencieux, les yeux fixés au sol. Les hommes autour de la cabane chuchotaient, mais détournaient rarement leur regard du visage du cadavre. Bientôt, le coroner leva les yeux et dit « Nous allons reprendre l'enquête. » Les hommes enlevèrent leurs chapeaux. Le témoin prêta serment. « Quel est votre nom ?» demanda le coroner. « William Harker. Âge, 27 ans. Vous connaissiez le défunt, Hugh Morgan ? Oui. Vous étiez avec lui quand il est mort, près de lui. Comment cela est-il arrivé ? Votre présence, je veux dire. Je lui rendais visite ici pour chasser et pêcher. Une partie de mon intention, cependant, était de l'étudier, lui et son mode de vie étrange et solitaire. Il semblait un bon modèle pour un personnage de fiction. J'écris parfois des histoires. J'en lis parfois. Merci. Des histoires en général, pas les vôtres. Certains jurés rirent. Sur un fond sombre, l'humour brille davantage. Les soldats rient facilement dans les intervalles des batailles, et une plaisanterie dans la chambre mortuaire surprend et conquiert. Racontez les circonstances de la mort de cet homme, dit le coroner. Vous pouvez utiliser vos notes ou tout mémorandum que vous voulez. Le témoin comprit. Tirant un manuscrit de sa poche, il l'approcha de la chandelle et tourna les pages jusqu'à trouver le passage qu'il cherchait, puis commença à lire. Deuxième partie. Ce qui peut arriver dans un champ d'avoine sauvage. Le soleil venait à peine de se lever quand nous quittâmes la maison. Nous cherchions des cailles, chacun avec un fusil, mais nous n'avions qu'un chien. Morgan dit que le meilleur terrain était au-delà d'une certaine crête qu'il indiqua, et nous la traversâmes par un sentier à travers les broussailles. De l'autre côté, le terrain était relativement plat, couvert d'avoine sauvage. Alors que nous émergions des broussailles, Morgan n'était qu'à quelques pas devant moi. Soudain, nous
nous entendîmes, un peu à notre droite et en partie devant nous, un bruit comme celui d'un animal se débattant dans les buissons que nous pouvions voir s'agiter violemment. « Nous avons levé un cerf, dis-je. J'aurais aimé avoir un fusil. » Morgan, qui s'était arrêté et observait intensément les broussailles agitées, ne dit rien, mais arma les 2 canons de son fusil et le tint prêt à tirer. Je le trouvais un peu excité, ce qui me surprit, car il avait la réputation d'être exceptionnellement calme, même dans les moments de danger soudain et imminent. « Oh, voyons, dis-je, vous n'allez pas remplir un cerf de plomb pour Kai, n'est-ce pas ?» Il ne répondit toujours pas, mais en apercevant son visage, alors qu'il se tournait légèrement vers moi, je fus frappé par l'intensité de son regard. Alors, je compris que nous avions affaire à quelque chose de sérieux, et ma première conjecture fut que nous avions dérangé un grizzly. Je m'avançai à côté de Morgan, armant mon fusil en marchant. Les buissons étaient maintenant calmes et les bruits avaient cessé, mais Morgan restait aussi attentif à l'endroit qu'auparavant. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce diable ?» demandai-je. « Cette chose maudite !» répondit-il, sans tourner la tête. Sa voix était rauque et contre nature. Il tremblait visiblement. J'allais parler encore, quand je remarquai que l'avoine sauvage, près de l'endroit perturbé, bougeait de la façon la plus inexplicable. Je peux à peine le décrire. C'était comme si une rafale de vent l'avait agitée, non seulement en la courbant, mais en l'écrasant, l'aplatissant de sorte qu'elle ne se redressait pas, et ce mouvement se prolongeait lentement vers nous. Rien de ce que j'avais jamais vu ne m'avait affecté aussi étrangement que ce phénomène inconnu et inexplicable, et pourtant, je ne me rappelle pas avoir ressenti de la peur. Je me souviens, et je le mentionne ici parce que, chose assez singulière, je m'en suis souvenu à ce moment, qu'une fois, en regardant par une fenêtre ouverte, j'ai pris un instant un petit arbre proche pour l'un d'un groupe de plus grands arbres un peu plus loin. Il paraissait de la même taille que les autres, mais étant plus distinct et nettement défini dans sa masse et ses détails, semblait en désaccord avec eux. Ce n'était qu'une falsification de la loi de la perspective aérienne, mais cela m'a effrayé, presque terrifié. Nous comptons tellement sur le fonctionnement ordonné des lois naturelles familières que toute suspension apparente de celle-ci est perçue comme une menace pour notre sécurité, un avertissement de calamité impensable. Ainsi, maintenant, le mouvement apparemment sans cause de l'herbe et l'approche lente et implacable de la ligne de perturbation étaient clairement inquiétants. Mon compagnon semblait réellement effrayé, et j'eus du mal à en croire mes sens quand je le vis soudain épauler son fusil et tirer ses 2 coups dans les épis agités. Avant que la fumée de la décharge ne se dissipe, j'entendis un cri sauvage et fort, un hurlement comme celui d'un animal sauvage, et, jetant son fusil au sol, Morgan bondit et s'enfuit à toute vitesse. Au même instant, je fus violemment projeté à terre par l'impact de quelque chose d'invisible dans la fumée, une substance molle et lourde qui semblait avoir été lancée contre moi avec une grande force. Avant que je puisse me relever et retrouver mon fusil, qui semblait avoir été frappé de mes mains, j'entendis Morgan crier comme dans une agonie mortelle et mêler à ses cris des sons rauques et sauvages, comme ceux qu'on entend chez des chiens qui se battent. Terrifié au-delà de toute expression, je me relevai péniblement et regardai dans la direction où Morgan avait fui, et que le ciel, dans sa miséricorde, m'épargne de revoir une telle vision. À moins de 30 mètres, mon ami était à genoux, la tête rejetée en arrière, à un angle effrayant, sans chapeau, ses longs cheveux en désordre et tout son corps en mouvement violent d'un côté à l'autre, d'avant en arrière. Son bras droit était levé et semblait manquer de main, du moins je n'en voyais aucune. L'autre bras
était invisible. Par moments, comme me le rapporte maintenant ma mémoire de cette scène extraordinaire, je ne pouvais discerner qu'une partie de son corps. C'était comme s'il avait été en partie effacé. Je ne peux l'exprimer autrement. Puis un changement de position le rendait à nouveau entièrement visible. Tout cela avait dû se produire en quelques secondes. Et pourtant, pendant ce temps, Morgan prit toutes les postures d'un lutteur déterminé, vaincu par un poids et une force supérieure. Je ne voyais que lui, et pas toujours distinctement. Pendant tout l'incident, ses cris et jurons étaient audibles, comme à travers un tumulte enveloppant de sons de rage et de fureur, comme je n'en avais jamais entendu sortir de la gorge d'un homme ou d'une bête. Un instant seulement, je restai indécis, puis, jetant mon fusil, je courus vers mon ami pour lui porter secours. J'avais la vague idée qu'il souffrait d'une crise ou d'une convulsion. Avant que je puisse atteindre son côté, il était à terre et silencieux. Tous les bruits avaient cessé, mais avec une terreur que même ces événements affreux n'avaient pas inspirée. Je vis à nouveau le mouvement mystérieux de l'avoine sauvage, se prolongeant depuis la zone piétinée autour de l'homme prosterné jusqu'à la lisière d'un bois. Ce ne fut que lorsqu'il eut atteint le bois que je pus détacher mes yeux pour regarder mon compagnon. Il était mort. Troisième partie. Un homme nu, peut-être en haillons. Le coroner se leva de son siège et se tint près du mort. Soulevé un bord du drap, il le retira, exposant le corps entièrement nu, d'un jaune terreux à la lueur de la chandelle. Il portait cependant de larges taches bleu-noir, évidemment causées par du sang extravasé suite à des contusions. La poitrine et les flancs semblaient avoir été battus avec une matraque. Il y avait de terribles lacérations. La peau était déchirée en lambeaux. Le coroner fit le tour de la table et défit un foulard de soie qui avait été passé sous le menton et noué au sommet de la tête. Quand le foulard fut retiré, il découvrit ce qui avait été la gorge. Certains jurés qui s'étaient levés pour mieux voir regrettèrent leur curiosité et détournèrent le visage. Le témoin Harker alla à la fenêtre ouverte et se pencha au dehors, pâle et malade. Laissant tomber le foulard sur le cou du mort, le coroner se dirigea vers un coin de la pièce et, dans un tas de vêtements, en sortit un après l'autre, les tenant chacun un moment pour inspection. Tous étaient déchirés et raidis de sang. Les jurés n'inspectèrent pas de près. Ils semblaient plutôt indifférents. En vérité, ils avaient déjà vu tout cela. La seule nouveauté pour eux était le témoignage de Harker. « Messieurs, dit le coroner, nous n'avons plus de preuves, je crois. Votre devoir vous a déjà été expliqué. S'il n'y a rien que vous souhaitiez demander, vous pouvez sortir et délibérer sur votre verdict. » Le chef du jury se leva, un homme grand et barbu d'une 60aine d'années, vêtu simplement. « Je voudrais poser une question, monsieur le coroner, dit-il. De quel asile ce dernier témoin s'est-il échappé ? Monsieur Harker, dit le coroner avec gravité et tranquillité. De quel asile vous êtes-vous dernièrement échappé ? Harker rougit de nouveau, mais ne dit rien, et les 7 jurés se levèrent et sortirent solennellement de la cabane. Si vous en avez fini de m'insulter, monsieur, dit Harker dès qu'il se retrouva seul avec l'officier et le mort, je suppose que je suis libre de partir. Oui. Harker commença à partir, mais s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. L'habitude de sa profession était forte en lui, plus forte que son sens de la dignité personnelle. Il se retourna et dit « Ce livre que vous avez là, je reconnais le journal de Morgan. Vous sembliez très intéressé. Vous lisiez dedans pendant que je témoignais. Puis-je le voir ? Le public aimerait. » « Ce livre ne jouera aucun rôle dans cette affaire, » répondit l'officiel en le glissant dans sa poche. « Toutes les entrées ont été faites avant la mort de l'auteur.
sortait de la maison, le jury rentra et se regroupa autour de la table, où le cadavre désormais recouvert se dessinait nettement sous le drap. Le chef du jury s'assit près de la chandelle, sortit de sa poche un crayon et un bout de papier et écrivit laborieusement le verdict suivant, que tous signèrent avec plus ou moins de difficulté. Nous, le jury, déclarons que les restes ont trouvé la mort sous les griffes d'un puma, mais certains d'entre nous pensent, malgré tout, qu'ils ont eu des convulsions. Quatrième partie, une explication venue de la tombe. Dans le journal du défunt Hugh Morgan se trouvent certaines entrées intéressantes, ayant peut-être une valeur scientifique comme suggestion. Lors de l'enquête sur son corps, le livre ne fut pas produit comme preuve. Peut-être le coroner jugea-t-il inutile de confondre le jury. La date de la première des entrées mentionnées ne peut être déterminée. Le haut de la page est déchiré. La partie restante de l'entrée suit. Courait en demi-cercle, gardant toujours la tête tournée vers le centre. Et puis, il s'arrêtait net, aboyant furieusement. Finalement, il s'enfuit dans les buissons aussi vite qu'il le pouvait. J'ai d'abord pensé qu'il était devenu fou, mais en revenant à la maison, je n'ai trouvé d'autre changement dans son comportement que celui dû à la peur de la punition. Un chien peut-il voir avec son nez? Les odeurs imprègnent-elles un centre cérébral avec des images de la chose qui les a émises? 2 septembre. En regardant les étoiles hier soir, alors qu'elles s'élevaient au-dessus de la crête à l'est de la maison, j'ai observé qu'elles disparaissaient successivement, de gauche à droite. Chacune était éclipsée un instant seulement, et quelques-unes à la fois, mais sur toute la longueur de la crête. Toutes celles qui étaient à 1 degré ou 2 du sommet étaient effacées. C'était comme si quelque chose était passé entre elles et moi, mais je ne pouvais pas le voir, et les étoiles n'étaient pas assez nombreuses pour définir son contour. Brrr, je n'aime pas ça. Plusieurs semaines d'entrée manquent, 3 pages ayant été arrachées du livre. 27 septembre. Ça a encore traîné ici. J'en trouve des preuves tous les jours. J'ai encore veillé toute la nuit dernière au même endroit, fusil en main, chargé de chevrotines. Au matin, les empreintes fraîches étaient là, comme avant. Pourtant, j'aurais juré que je n'avais pas dormi. En fait, je ne dors presque plus. C'est terrible, insupportable. Si ces expériences extraordinaires sont réelles, je vais devenir fou. Si elles sont imaginaires, je le suis déjà. 3 octobre. Je ne partirai pas, ça ne me chassera pas. Non, c'est ma maison, ma terre. Dieu et les lâches. 5 octobre. Je ne peux plus le supporter. J'ai invité Harker à passer quelques semaines avec moi. Il a la tête froide. Je pourrais juger à son attitude s'il me croit fou. 7 octobre. J'ai la solution du mystère. Elle m'est venue la nuit dernière. Soudain, comme une révélation. Comme c'est simple, comme c'est terriblement simple. Il y a des sons que nous ne pouvons pas entendre. Aux 2 extrémités de l'échelle, il y a des notes qui n'éveillent d'aucune corde de cet instrument imparfait, l'oreille humaine. Elles sont trop aiguës ou trop graves. J'ai observé une nuée des tourneaux occupant la cime entière d'un arbre, les cimes de plusieurs arbres, et tous en plein champ. Soudain, en un instant, exactement au même moment, tous s'envolent. Comment? Ils ne pouvaient pas tous se voir. Des cimes entières les séparaient. Aucun chef n'aurait pu être visible pour tous. Il a dû y avoir un signal d'avertissement ou de commandement, aigu et strident au-dessus du vacarme, mais que je n'ai pas entendu. J'ai aussi observé le même envol simultané, quand tous étaient silencieux, non seulement chez les étourneaux, mais chez d'autres oiseaux, les cailles par exemple, largement séparés par des buissons, même sur les versants opposés d'une colline. Les marins savent qu'un banc de baleines, se prélassant ou jouant à la surface de l'océan, à des kilomètres de distance, avec la convexité de la Terre entre elles,
plongera parfois au même instant, toutes disparaissant en un clin d'œil. Le signal a été donné, trop grave pour l'oreille du marin en vigie et de ses compagnons sur le pont, qui pourtant en ressentent les vibrations dans le navire, comme les pierres d'une cathédrale sont ébranlées par les basses de l'orgue. Comme avec les sons, ainsi avec les couleurs. Aux deux extrémités du spectre solaire, le chimiste peut détecter la présence de ce qu'on appelle les rayons actiniques. Ils représentent des couleurs intégrales dans la composition de la lumière, que nous sommes incapables de discerner. L'œil humain est un instrument imparfait. Sa portée n'est que de quelques octaves de la véritable gamme chromatique. Je ne suis pas fou. Il y a des couleurs que nous ne pouvons pas voir. Et Dieu me vienne en aide. La chose maudite est une telle couleur. Lumières anciennes par Algernon Blackwood. Depuis Southwater, où il avait quitté le train, la route filait droit vers l'ouest. Cela, il le savait. Pour le reste, il s'en remettait à la chance, étant de ces marcheurs nés qui détestent demander leur chemin. Il avait cet instinct, et d'ordinaire, il ne le trompait pas. 1 mile environ vers l'ouest, le long de la route sablonneuse, jusqu'à un échalier sur la droite, puis à travers champs. Vous verrez la Maison Rouge droit devant vous. Il jeta un nouveau coup d'œil aux instructions griffonnées sur la carte postale et tenta encore une fois de déchiffrer la phrase soigneusement raturée, sans succès. Elle avait été si méticuleusement recouverte d'encre qu'aucun mot n'était lisible. Les phrases caviardées dans une lettre étaient toujours intrigantes. Il se demanda ce qui avait dû être effacé avec tant de soin. L'après-midi était tumultueux, balayé par un vent hurlant qui soufflait de la mer à travers les landes du Sussex. Des nuages massifs, aux contours arrondis et empilés, défilaient comme des boulets à travers des échappées de ciel bleu. Au loin, la ligne des Downs balayait l'horizon, telle une vague prête à déferler. Le Chanctonbury Ring chevauchait leur crête, un navire fendant la brume, enfoncé jusqu'à la coque sous la poussée du vent. Il ôta son chapeau et marcha d'un pas vif, aspirant à plein poumon l'air vivifiant avec délice et exaltation. La route était déserte. Pas un cavalier, une bicyclette ou une automobile, pas même une charrette de marchand, aucun promeneur. Mais de toute façon, il n'aurait jamais demandé son chemin. Tout en guettant l'échalier, il avança d'un pas lourd, tandis que le vent plaquait sa cape contre son visage et ridait les flaques bleues sur la route jaunâtre. Les arbres montraient le revers blanc de leurs feuilles. Les fougères et les hautes herbes nouvelles ployaient toutes dans la même direction. La journée était pleine d'une vie intense, d'une exubérance et d'une danse universelle. Et pour un employé de bureau arpentant Croydon, tout juste sorti de son étude, c'était comme des vacances au bord de la mer. C'était un jour propice aux grandes aventures, et son cœur s'élevait pour épouser l'humeur de la nature. Son parapluie à l'anneau argenté aurait dû être une épée, et ses chaussures marron des bottes à éperon. Où donc se cachait le château enchanté et la princesse aux cheveux d'or soleil? Son cheval. L'échalier apparut soudain, mettant un terme à l'aventure avant même qu'elle n'ait commencé. Ses vêtements ordinaires le reprirent prisonnier. Il n'était qu'un employé de bureau, la quarantaine, gagnant 3 livres par semaine, venu de Croydon pour examiner les modifications qu'un client souhaitait apporter à un bois. Quelque chose pour améliorer la vue depuis la fenêtre de la salle à manger. À travers champs, peut-être à 1 mille de là, il vit la Maison Rouge étinceler sous le soleil, et s'arrêtant un instant sur l'échalier pour reprendre son souffle, il remarqua un bosquet de chênes et de charmes sur sa droite. « Ah ah !» se dit-il, « ce doit
doit donc être le bois qu'il veut abattre pour embellir la vue. Je vais y jeter un coup d'œil. Bien sûr, des panneaux étaient plantés, mais un petit sentier invitait également. Je ne suis pas un intrus, se justifia-t-il. Cela fait partie de mon travail. Il escalada maladroitement la barrière et entra dans le bosquet. Un petit détour le ramènerait au champ. Mais dès qu'il s'enfonça parmi les arbres, le vent cessa de hurler et un silence enveloppa le monde. La végétation était si dense que la lumière du soleil ne filtrait qu'en taches isolées. L'air était étouffant. Il s'épongea le front et remit son feutre vert. Mais une branche basse le fit immédiatement tomber. Et alors qu'il se baissait, une brindille élastique revint en arrière et lui cingla le visage. Des fleurs bordaient les deux côtés du petit sentier. Des clairières s'ouvraient de part et d'autre. Des fougères se courbaient dans les coins plus humides. Et l'odeur de terre et de feuillage était riche et douce. Il faisait plus frais ici. Quel bois enchanteur, songea-t-il, en s'engageant dans une petite clairière verte où la lumière dansait comme des ailes argentées. Comme elle voltigeait et tremblotait, il glissa une fleur bleue foncée à sa boutonnière. Une fois encore, son chapeau, accroché par une branche de chêne alors qu'il se relevait, lui tomba sur les yeux. Et cette fois, il ne le remit pas. Balançant son parapluie, il continue tête nue, sifflant assez fort en marchant. Mais l'épaisseur des arbres ne se prêtait guère au sifflement, et une partie de sa gaieté et de son entrain sembla l'abandonner. Il se surprit soudain à avancer avec circonspection et prudence. Le silence dans le bois était si particulier. Un bruissement s'éleva parmi les fougères et les feuilles, et quelque chose traversa le sentier 10 mètres devant lui, s'arrêta net un instant, la tête penchée pour l'observer, puis replongea sous les broussailles avec la rapidité d'une ombre. Il sursauta comme un enfant effrayé, puis rit en réalisant qu'un simple faisan avait pu le faire bondir. Au loin, il entendit des roues sur la route et se demanda pourquoi ce bruit lui était agréable. Bonne vieille charrette de boucher, se dit-il, avant de réaliser qu'il marchait dans la mauvaise direction et s'était en quelque sorte retourné, car la route aurait dû être derrière lui, pas devant. Il prit précipitamment une autre étroite clairière qui se perdait dans la verdure sur sa droite. « C'est bien par là, bien sûr, » marmonna-t-il. « Ces arbres m'ont un peu désorienté. » Puis il se retrouva brusquement devant la barrière qu'il avait franchie en premier. Il avait simplement fait un cercle. La surprise frisa presque l'inconfort, et un homme, vêtu comme un garde-chasse d'un vert brunâtre, s'appuyait contre la barrière, frappant ses jambes avec une baguette. « Je me rends à la ferme de Monsieur Lumley, » expliqua le promeneur. « Ce bois lui appartient, je crois. » Puis s'interrompit net, car ce n'était pas un homme du tout, mais simplement un jeu d'ombre et de lumière parmi le feuillage. Il recula pour reconstituer cette singulière illusion, mais le vent agitait rudement les branches ici en lisière du bois, et le feuillage refusait de recomposer la silhouette. Les feuilles bruissaient étrangement, et juste alors, le soleil disparut derrière un nuage, donnant au bois entier une autre apparence. Pourtant, comment l'esprit pouvait être ainsi doublement trompé était vraiment remarquable, car il lui sembla presque que l'homme avait répondu, parlé, ou était-ce le frottement des branches, et avait pointé sa baguette vers le panneau sur l'arbre le plus proche. Les mots résonnèrent dans sa tête, mais bien sûr, il les avait imaginés. Non, ce n'est pas son bois, c'est le nôtre. Et quelques plaisantins de village de plus avaient modifié l'inscription sur le panneau usé par les intempéries, car on y lisait très clairement:
persécuté. Alors que l'employé abasourdi lisait ces mots et ricanait, il se dit, songeant à l'histoire qu'il raconterait plus tard à sa femme et ses enfants: « Ce sacré bois a essayé de me virer, mais je vais y retourner. Après tout, ça ne fait qu'un acre carré tout au plus. Si je vais droit devant, je finirai bien par atteindre les champs de l'autre côté. » Il se rappela sa position au bureau. Il avait une certaine dignité à préserver. Le nuage passa sous le soleil, et la lumière éclaboussa soudain toutes sortes d'endroits improbables. L'homme repartit droit devant. Il sentait une pointe de confusion quelque part. Cette façon qu'avait le bosquet de passer de la lumière à l'ombre troublait sans doute un peu sa vue. À son grand soulagement, une nouvelle clairière s'ouvrit enfin entre les arbres, dévoilant les champs avec un aperçu de la maison rouge au loin, à l'autre bout. Mais une petite barrière qui enjambait le sentier devait d'abord être franchie, et alors qu'il l'escaladait péniblement, car elle ne s'ouvrait pas, il eut l'étrange impression qu'elle glissait latéralement sous son poids, vers le bois, comme les escaliers mécaniques de Harrods ou d'Earlscourt. Elle commença à l'emporter avec elle. C'était tout à fait terrifiant. Il fit un effort violent pour descendre avant qu'elle ne l'emporte parmi les arbres, mais ses pieds s'emmêlèrent dans les barreaux et le parapluie, si bien qu'il tomba lourdement de l'autre côté, les bras en croix dans l'herbe et les orties, les bottes coincées entre le premier et le deuxième barreau. Il resta là un moment, comme un homme crucifié à l'envers, et alors qu'il se débattait pour se libérer, pieds, barreaux et parapluie formaient un véritable filet. Il vit le petit homme en verre brunâtre passer devant lui à toute vitesse à travers le bois. L'homme riait. Il traversa la clairière à une 50aine de mètres, et cette fois, il n'était pas seul. Un compagnon semblable à lui l'accompagnait. L'employé, maintenant remis sur pied, les regarda disparaître dans l'obscurité verte au-delà. Ce sont des vagabonds, pas des gardes-chasse, se dit-il, à moitié mortifié, à moitié en colère. Mais son cœur battait terriblement fort, et il n'osa pas exprimer toute sa pensée. Il examina la barrière, convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de porte piégée, puis repartit précipitamment, troublé au-delà de toute croyance, en constatant que la clairière ne débouchait plus sur les champs, mais tournait vers la droite. Que diable lui arrivait-il? Sa vue le trompait totalement. Une fois encore, le soleil jaillit brusquement, illuminant le sol du bois de flaques argentées. Et au même moment, une violente rafale de vent passa en hurlant au-dessus de sa tête. Des gouttes tombèrent en claquant partout sur les feuilles, produisant un crépitement aigu comme une multitude de pas. Le bosquet entier frémit et se mit en mouvement. De la pluie, bon sang, pensa l'employé. Et cherchant son parapluie, il s'aperçut qu'il l'avait perdu. Il retourna à la barrière et le trouva de l'autre côté. À sa stupéfaction, il vit les champs au bout de la clairière, la maison rouge aussi, brillant sous le soleil couchant. Il rit alors, car bien sûr, dans sa lutte avec la barrière, il s'était en quelque sorte retourné, avait basculé en arrière au lieu d'en avant. La franchissant cette fois sans difficulté, il rebroussa chemin. La bande argentée, vit-il, avait été arrachée du parapluie. Sans doute son pied, un clou ou quelque chose l'avait accroché et l'avait détaché. L'employé se mit à courir. Il se sentait extraordinairement consterné. Mais alors qu'il courait, le bois entier courait avec lui, autour de lui, dans tous les sens.
les arbres se déplaçant comme des êtres vivants, les feuilles se repliant et se dépliant, les troncs avançant et reculant, et les branches révélant d'immenses espaces vides, puis se refermant avant qu'il ne puisse y regarder. Des pas résonnaient partout, ainsi que des voix rieuses et pleurantes, et des foules de silhouettes se rassemblant juste derrière son dos, si bien que la clairière, il le savait, était pleine d'une vie mouvante. Le vent dans ses oreilles, bien sûr, produisait les voix et les rires, tandis que le soleil et les nuages, plongeant alternativement le bosquet dans l'ombre et une lumière éblouissante, créaient les silhouettes. Mais cela ne lui plaisait pas, et il courut aussi vite que ses robustes jambes purent le porter. Il avait peur maintenant. Ce n'était pas une histoire pour sa femme et ses enfants. Il courut comme le vent, mais ses pieds ne faisaient aucun bruit sur le tapis de mousse douce. Puis, horrifié, il vit que la clairière se rétrécissait. Les orties et les mauvaises herbes l'envahissaient. Elle se réduisit à un minuscule sentier, et 20 mètres plus loin, elle s'arrêta net et se fondit parmi les arbres. Ce que la barrière piégée n'avait pas réussi à faire, cette clairière tortueuse y parvint aisément, le transportant physiquement parmi les arbres denses et serrés. Il ne restait qu'une chose à faire demi-tour brusquement et foncer en arrière. Se précipiter tête baissée dans la vie qui le suivait de près, si près même qu'elle le poussait maintenant presque à l'intérieur. Et avec un courage téméraire, c'est ce qu'il fit. Cela semblait une entreprise effrayante. Il tourna sur lui-même comme un ressort, la tête baissée et les épaules en avant, les mains tendues devant son visage. Il fit le plongeon, comme une bête traquée. Il chargea à toute allure dans l'autre sens, affrontant maintenant le vent de face. Bon Dieu, la clairière derrière lui s'était également refermée. Il n'y avait plus aucun chemin. Tournant sur lui-même, comme un animal acculé, il chercha une ouverture, une échappatoire, fouillant frénétiquement, à bout de souffle, terrifié jusqu'à la moelle. Mais le feuillage l'entourait, les branches bloquaient le passage, les arbres se tenaient immobiles, sans un souffle de vent, et le soleil plongea à cet instant derrière un grand nuage noir. Le bois tout entier devint sombre et silencieux. Il l'observait. Peut-être était-ce cette ultime touche d'obscurité soudaine qui le fit agir si stupidement, comme s'il avait vraiment perdu la tête. En tout cas, sans prendre le temps de réfléchir, il se précipita de nouveau à travers les arbres. Il eut la sensation d'être étouffé et enserré, et qu'il devait à tout prix s'échapper, sortir et s'éloigner vers l'air libre des champs bénis. Il fit cette chose inconsidérée et sembla percuter de plein fouet un chêne qui s'était délibérément déplacé sur son chemin pour l'arrêter. Il le vit se déplacer d'un bon mètre, et en tant qu'arpenteur habitué au théodolite et à la chaîne, il savait de quoi il parlait. Il tomba, vit des étoiles, et sentit 1000 petits doigts le tirer et le tirailler par les mains, le cou et les chevilles. Les orties, sans doute, en étaient responsables. Il y pensa plus tard. Sur le moment, cela semblait diaboliquement calculé. Mais une autre illusion remarquable ne s'expliquait pas aussi facilement. Car en un instant, il sembla que le bois entier glissa devant lui, dans un bruissement épais de feuilles et de rires, une myriade de pas et de petites silhouettes actives et énergiques. 2 hommes en vert brunâtre le soulevèrent avec force, et il ouvrit les yeux pour se retrouver allongé dans le pré près de l'échalier, où son incroyable aventure avait commencé. Le bois se tenait à sa place habituelle et le regardait sous le soleil. La maison rouge était toujours là au loin. Au-dessus de lui, le panneau usé par les intempéries
et passablement secoué dans son âme bureaucratique, l'employé traversa lentement les champs. Mais en chemin, il jeta un dernier coup d'œil à la carte postale d'instruction et vit avec une stupéfaction morne que la phrase caviardée était parfaitement lisible sous les griffonnages qui la recouvraient. Il y a un raccourci à travers le bois que je veux abattre, si vous osez le prendre. Seulement, oser était si mal écrit que cela ressemblait presque à un autre mot. Le O ressemblait étrangement à un A. C'est ce bosquet qui cache ma vue sur les Downs, voyez-vous, lui expliqua son client plus tard, désignant les champs et se référant à la carte d'état-major à côté de lui. Je veux l'abattre et tracer un chemin par ici et par là. Son doigt indiqua la direction sur la carte. Le bois des fées, on l'appelle toujours ainsi, et il est bien plus ancien que cette maison. Allez, si vous êtes prêt, monsieur Thomas, nous pourrions sortir et y jeter un coup d'œil.